It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. This is a historic night. Autour de lui, tout le monde s'est mis à l'acclamer et à lever les bras au ciel. On s'est enfin senti écouté. On était fiers et enthousiastes pour les 4 années à venir. On a soudain pris conscience de l'immense responsabilité qui pesait sur ses épaules. Donald Trump n'avait pas écrit de discours car il ne pensait pas gagner. Ce soir-là, il a parlé avec son cœur. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. À la seconde où Donald Trump est élu président, les services secrets ont formé un bouclier de protection autour de lui. Désormais, il leur appartient, et la plupart des choses qu'il faisait avant lui sont dorénavant interdites. Une seule chose à dire, incroyable, énorme. On a choisi Trump parce qu'on en a assez de la corruption et des mensonges. L'Amérique va devenir un pays super pour tous les Américains. Je n'y croyais pas. Je me suis dit que c'était une erreur ou une plaisanterie imaginée par la télévision. Toutes les attentes, toutes les prévisions, toutes les intuitions ont été d'un seul coup balayées. Nous allons résister. Je représente la Californie, New York, le Nouveau-Mexique et Washington. Il se moque de ce que pense CNN. Il se moque de ce que pensent les élites de Washington. Sa victoire a été un tremblement de terre. Et notre travail, c'était de gérer ce tremblement de terre. Ceux qui jusqu'ici tentaient de dissimuler leur penchant raciste et intolérant se sentent désormais autorisés à dire haut et fort ce qu'ils pensent vraiment. Qu'est-ce qu'il va faire de la planète et de l'environnement? Que vont devenir nos libertés? Que vont devenir mes électeurs dont certains sont immigrés? Plus les jours passent, plus je réalise les conséquences dramatiques d'une présidence Trump. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui sommes-nous vraiment, nous les Américains? Au pied du Capitole, Donald Trump est officiellement investi président des États-Unis. Cérémonie traditionnelle, rituel immuable. Une parenthèse conventionnelle pour Donald Trump qui, depuis son élection, bouscule tous les usages politiques. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. De sa victoire à l'investiture, une transition de 72 jours qui a bouleversé les États-Unis, terrifié une partie des Américains et inquiété le monde entier. Annonce choc, scandale, rupture avec les codes et les doctrines établies. Que prépare vraiment Donald Trump? Récit de 72 jours qui ont secoué la face du monde. À peine élu 45e président des États-Unis, Donald Trump installe son quartier général dans les étages de sa Trump Tower à New York.
touristes et journalistes du monde entier font le pied de grue pour apercevoir le nouveau leader. Mais Donald Trump se montre peu les premiers jours. Éternel original et provocateur, il impose son style, sèche les briefings de sécurité, esquive le traditionnel exercice de la conférence de presse. À la surprise générale, il continue de communiquer via le réseau social Twitter, nuit et jour. En 140 signes, il se moque, s'autocongratule, multiplie les annonces, commente tous les sujets, des émissions de télévision aux questions sensibles de politique étrangère. Un bouleversement total pour la presse traditionnelle américaine, qui s'inquiète déjà. Ce qui a vraiment changé avec la campagne, puis l'élection de Donald Trump, ce qui interpelle le plus aux États-Unis, mais aussi dans le monde et en Europe, c'est l'effondrement total du politiquement correct. Pour Donald Trump, Twitter est un moyen de communiquer avec les journalistes tout en contournant les journalistes. En s'exprimant via Twitter, il s'attend à faire réagir les médias d'une certaine manière, et même s'ils réagissent de façon négative, il s'arrange toujours pour que ce soit à son avantage. Personne ne nous a jamais vraiment aimés, mais Donald Trump ne fait qu'accentuer cette méfiance envers les journalistes. Il y a un sentiment très répandu selon lequel nous sommes l'ennemi et que nous sommes là pour le faire tomber, que nous sommes hostiles et menteurs. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le fait que Trump pourrait entraver la liberté de la presse. Il dit souvent que les médias sont irresponsables. Il parle comme Vladimir Poutine, et tout le monde sait ce que Poutine fait subir à la presse en Russie. Sa cible favorite, le prestigieux New York Times. Malgré son élection, Donald Trump continue de s'en prendre violemment au journal. Sur son compte Twitter, il se moque du quotidien, l'accuse de perdre des milliers d'abonnés à cause de son traitement pauvre et erroné de l'information sur le phénomène Trump. Le psychodrame avec le New York Times atteint son apogée le jour où le nouveau président annule l'interview exclusive qu'il avait promise au journal, avant de revenir quelques heures plus tard sur sa décision. Trump est accueilli dans les locaux du New York Times, sous les huées des journalistes. Soyons honnêtes, le New York Times était le principal canal d'information de l'administration Obama. Pour y avoir un article, le meilleur moyen était d'appeler depuis la Maison-Blanche et dire au journal ce que vous vouliez. Le New York Times représente tout ce que Donald Trump n'a pas incarné dans cette élection. Les catégories très éduquées, les catégories très influentes et très connectées. Tout ce que publie le New York Times, sa vision du monde, sont à l'opposé de ce qu'incarne Donald Trump et de ce que pensent ses électeurs. L'Amérique que souhaite incarner Donald Trump est clairement plus autoritaire et plus martiale. Dans l'histoire récente des États-Unis, jamais les militaires n'ont occupé autant de postes dans un gouvernement. Parmi les choix de Trump, le général Flynn, nommé à la sécurité nationale. Un poste stratégique qui offre un accès direct au bureau ovale. Flynn, qui n'a pas hésité à qualifier l'islam de cancer, est réputé impulsif, obstiné et agressif. Dans l'administration Trump, il sera rejoint par d'autres faucons, dont le général James Mattis, surnommé l'enragé, devenu secrétaire à la défense. Donald Trump s'est entouré de nombreux généraux. Ça crée un malaise dans certains milieux, car ces généraux sont bien sûr des militaires. Et aux États-Unis, nous avons un gouvernement civil, dirigé par des civils. Avec tous ces militaires, il y a cette crainte que la loyauté de ces hauts gradés aille à l'armée et pas nécessairement à la population. Eux sont parmi les plus satisfaits de l'élection de Trump et de l'arrivée massive de militaires haut gradés dans l'administration.
Ils se font appeler les Militia Security Force. Cette milice armée a établi son camp de base au beau milieu d'une forêt de Caroline du Sud. Leur raison d'être, les armes, Dieu et Donald Trump. Ce soir, leur entraînement vise à faire sauter une caisse d'explosifs à l'aide d'un sniper. Je vois la cible, oui. Pas trop sur la gauche, et un peu plus bas. Je vise un peu plus bas, et à droite? Ouais. C'était super! Levez vos armes! Nous utilisons nos armes pour défendre nos droits et nos libertés. Il y a des islamistes radicaux qui veulent nous tuer. Ils font partie de nos ennemis. Pas tous, seulement ceux qui veulent nous tuer. Vous les avez vus en France, vous savez de quoi ils sont capables. La milice regroupe plus de 300 hommes et femmes, armés jusqu'aux dents. Voici une arme semi-automatique. On tire le manche comme ça pour charger. L'arme est chargée, prête à tirer. Tous se définissent comme des patriotes, prêts à tout pour défendre leur pays et leurs droits. Certains d'entre eux envisageaient même de marcher sur Washington, arme à la main, si Hillary Clinton avait remporté l'élection. Donald Trump nous a promis qu'il ne toucherait pas à notre droit à porter des armes. Les restrictions qui existent dans certains États seront toutes levées. On pourra porter nos armes dans tout le pays, et pas juste dans certains États. J'ai des copains qui m'appellent de New York pour me dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits qu'ici en Caroline du Sud. Donald Trump dit « Ok, si vous voulez porter vos armes, vous pouvez le faire de l'Alaska à Hawaï, en passant par la Floride. Fini les restrictions. » Aux États-Unis, sous l'ère Obama, le nombre de milices est passé de 42 en 2008 à plus de 300 aujourd'hui. Ces paramilitaires pensent que Donald Trump sera leur président, celui qui défendra le second amendement, leur droit à porter une arme à feu. La NRA, le lobby des armes aux États-Unis, a d'ailleurs financé la campagne de Trump à hauteur de 30 millions de dollars. Alors ces miliciens espèrent des actions très concrètes de la part du nouveau président, histoire de continuer à s'exercer sans limite. Une revanche après 8 années de présidence démocrate. Ok, on commence par 4 ou 5 personnes devant. Les autres, faites de la place et reculez. J'espère qu'il ne nous décevra pas dès les premiers jours de son mandat. J'espère qu'il en finira avec la bureaucratie. J'espère qu'il mettra fin aux régulations sur les armes, les munitions par exemple. Il y a tellement de lois et de régulations qu'on ne peut même pas acheter toutes les munitions qu'on voudrait. Et j'espère aussi qu'on arrêtera d'envoyer de l'argent aux pays qui nous détestent. J'espère qu'on passera plus de temps à s'occuper de nous pour remettre le pays sur les rails, au lieu de faire la police dans le monde. C'est une question de vie ou de mort. Nous sommes dans une situation critique après 8 années d'Obama. On peut difficilement tomber plus bas. J'espère donc qu'on pourra défaire ce qu'Obama a fait, relancer le pays et redevenir les États-Unis d'Amérique. Dans l'euphorie de sa victoire, Donald Trump a pris un engagement inédit pour un président américain élu. Aller à la rencontre de ceux qui ont voté pour lui, remercier ses électeurs. C'est le Thank You Tour de Donald Trump. Direction Fayetteville, en Caroline du Nord,
à 900 km de New York. Dans cet État de l'Est des États-Unis, le républicain l'a finalement emporté contre tous les pronostics, avec 4 points d'avance sur Hillary Clinton, après une campagne intense et acharnée. Devant la salle de hockey sur glace, on se bouscule pour apercevoir et écouter le nouveau président. Je n'avais jamais vu de président avant. Je suis vraiment excité. Et je vais même l'applaudir avec ça. C'est les meilleurs. Emploi, sécurité, armée. Mon Dieu, on va enfin se débarrasser de Daesh. Tout ça, il l'a promis. On a vraiment hâte, on a besoin de changement. Comme s'il était encore en campagne, Donald Trump fait son entrée sur la chanson American Patriot, histoire de montrer qu'il compte bien respecter son mot d'ordre de toujours, l'Amérique d'abord. Thank you. Thank you very much, everybody. My plan begins with bold structural reform to create millions of good-paying jobs and even great-paying jobs. We will defeat the enemy on jobs, and we will defend American jobs. We're going to defend American jobs. And we have to look at it almost as a war. Thank you. Thank you very much, everybody. Une guerre que Donald Trump a déclarée aux géants de l'industrie américaine. Constructeurs automobiles, nouvelles technologies, laboratoires pharmaceutiques. Sur Twitter, il renverse une nouvelle fois les usages politiques et menace les entreprises de représailles financières si elles ne construisent pas leurs usines aux États-Unis. Plusieurs grosses sociétés comme Carrier ou Ford ont déjà fini par céder aux pressions du nouveau président, en abandonnant leurs projets industriels au Mexique. Notre décision est aussi motivée par la politique que le président Trump et le nouveau Congrès vont mettre en place. Ford est un constructeur mondial, mais chez nous, c'est ici, aux États-Unis. En échange de leur bonne volonté, Trump leur a promis une baisse d'impôts massive sur les sociétés. Maintenant, toutes les entreprises des États-Unis vont pouvoir jouer à un nouveau jeu. Annoncez votre intention de délocaliser au Mexique, ou en Chine, ou en Bulgarie, peu importe. Le président Trump surgira pour vous dire « Vous ne pouvez pas faire ça ». Vous répondez « D'accord, mais donnez-nous de l'argent ». Et Trump vous le donnera. Cela revient à inciter les entreprises à extorquer de l'argent à l'État américain, alors qu'elles seraient peut-être restées aux États-Unis de toute façon. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Continuer à distribuer de l'argent à des gens parce qu'ils sont pauvres, baisser les impôts des sociétés pour qu'elles continuent à produire plus et ainsi rendre les gens plus riches. Parmi les American Jobs que le nouveau président veut absolument sauver, il y a aussi ceux du charbon. Ces dernières années, l'avènement du gaz de schiste, les normes environnementales, la baisse de la demande mondiale ont fait chuter l'économie de la roche noire. Le charbon, une ressource que l'on croyait appartenir au passé, mais que Trump veut à tout prix réhabiliter. On energy, we will pursue energy independence and cancel the job-killing restrictions on the production of shale energy, oil, natural gas, and clean coal, and we're going to put the miners of Ohio back to work. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si pour sa tournée de remerciements, il a fait étape dans l'Ohio. Un État clé dont le vote bascule d'une élection à l'autre. Ici, le 8 novembre, Donald Trump l'a emporté haut la main grâce aux voix de la working class. L'Ohio est au cœur de la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Ancien poumon industriel des États-Unis, devenu l'épicentre de la colère ouvrière. On va monter pour voir les ouvriers. John est chef d'équipe dans cette mine de l'Ohio depuis 2001. Il traite 30 000 tonnes de charbon chaque jour.
contre 50 000 il y a 2 ans. Une chute de production due aux restrictions environnementales imposées pendant les mandats de Barack Obama. Le charbon sort par ce tunnel, remonte dans le conduit et tombe dans des bateaux qui attendent sur la rivière. À 47 ans, John a désormais confiance en Donald Trump pour lancer la résurrection du charbon. Rick, t'es sur quel bateau? Ok, merci. La centrale que vous voyez de l'autre côté de la rivière a été fermée à cause de la surrégulation. C'est l'une des 411 usines qui ont fermé dans tous les États-Unis pour cette raison. Il y avait des centaines d'employés dans cette structure qui n'ont plus de travail aujourd'hui. Moi, ici, j'ai perdu la moitié de mon équipe à cause de l'effondrement du charbon. La pire chose que j'ai eu à faire en tant que chef de cette usine a été d'appeler un jeune homme dans mon bureau pour lui dire qu'il était viré. Il était en face de moi, les larmes coulaient sur son visage, et il m'a dit que sa femme était enceinte. Comment va-t-il vivre et nourrir sa famille? Je crois que Donald Trump est sur la bonne voie. Il a un bon programme économique pour le pays, de bons projets pour le charbon. On a vraiment besoin qu'il annule les restrictions sur le charbon. Elles deviennent invivables. Dans tous les États de la Rust Belt, Ohio, Michigan, Pennsylvanie, Trump a fait carton plein. Beaucoup ici espèrent que le charbon retrouve sa place d'énergie motrice de l'économie américaine, comme un retour à la révolution industrielle. Voici ce qui fait la puissance des États-Unis. Le moins cher pour produire de l'énergie. Ça, c'est un cadeau d'un ami il y a 2 ans. Il est venu avec pour me faire une surprise. Il a retrouvé mon tartan en hommage à ma famille qui vient de Blair Atoll, en Écosse. C'est authentique. Et il y a un petit plus avec la casquette qui dit « Trump extrait du charbon ». Robert Murray est le plus grand producteur de charbon des États-Unis. Il a rencontré plusieurs fois Donald Trump pour le convaincre de l'absolue rentabilité de son or noir, le seul critère qui compte à ses yeux. Le résultat de cette élection présidentielle est la victoire des travailleurs de l'Amérique. Les travailleurs et les travailleuses, pas celles des élites libérales, des vedettes d'Hollywood ou des militants écologistes. C'est la victoire des travailleurs. Cette élection est un cadeau de Dieu. Le charbon coûte 4 centimes par kilowatt d'électricité produite. Les éoliennes et les panneaux solaires coûtent 26 centimes pour la même quantité d'énergie. C'est 6 fois plus cher. Trump sait cela. Il va rebâtir l'industrie américaine. People are constantly telling me and telling you to reduce our expectations. Those people are fools. They're fools. But this campaign proved that the old rules no longer apply, that anything we want for our country is now possible. Anything, right? Pour Donald Trump, relancer l'énergie fossile est une manière de soigner la classe modeste, qui souvent s'estime laissée pour compte. Incertitude économique, précarité de l'emploi, pouvoir d'achat, autant de difficultés rencontrées par la working class. Perché sur sa colline, Brian, ce père de famille de 49 ans, croit aux engagements de Trump et à la relocalisation du travail dans le pays. Ce pays court à la catastrophe. Il n'y a pas de travail, pas d'argent. C'était une région prospère ici avant. Maintenant, la ville d'à côté comptait 67 000 habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2500. Trump a dit qu'il allait se débarrasser des traités commerciaux. Je pense que ce serait super.
Et il va imposer des tarifs douaniers pour les produits venus de l'étranger. Moi, je suis d'accord pour construire ce mur à la frontière mexicaine qui laisse entrer les cartels de la drogue et leurs saloperies dans le pays. Ça tue notre jeunesse. Brian enchaîne les petits boulots et les difficultés financières. Ce col bleu, amoureux de l'Ohio et de ses terres charbonneuses, est l'illustration de cette classe ouvrière désabusée qui a placé son avenir entre les mains de Donald Trump. Moi, je paye facture sur facture. Je peux rien économiser parce que je n'ai pas d'argent. Je paye 750 $ par mois, rien qu'en frais de santé. C'est vraiment ridicule et ça ne mène à rien. Depuis le 26e étage de sa Trump Tower, et quand il n'est pas en tournée de remerciements, le président élu passe les premières semaines de sa nouvelle vie à faire des rencontres. Une vingtaine par jour en moyenne. Les candidats aux postes prestigieux sont reçus comme s'ils passaient un entretien d'embauche. Trump, l'éternel patron. Plusieurs semaines seront nécessaires à la composition de son cabinet. Le président a envoyé un signal très clair dès le début. Il aime les personnalités qui sortent de l'ordinaire. Il ne veut pas s'entourer de personnes que tout le monde connaît et attend. C'est un président qui adore surprendre, qui adore faire des choses auxquelles personne ne s'attend. Les gouvernements du monde entier me demandaient pourquoi est-ce qu'il met autant de temps pour ses nominations. Eh bien, à cause de la taille du gouvernement américain. Nous parlons de milliards de dollars et d'immenses départements. Imaginez le Pentagone ou les affaires étrangères, par exemple. Transférer la direction du Pentagone d'un ministre à un autre. Chaque ministère fait au moins la taille d'un pays. Trump dit, si je te confie ce poste, que pourrais-tu accomplir? Je veux savoir exactement ce que tu feras à ce poste. Je veux savoir si tu as des intentions cachées. Et si vous répondez « Oh, je ferai tout ce que vous me demanderez », c'est la mauvaise réponse. C'est très facile de trouver des gens qui vous disent juste « Oui, monsieur, oui, monsieur ». Mais ce n'est pas le genre de personnes qui vous aideront à grandir ou à avancer. Parmi les premières nominations, une provoque la stupeur aux États-Unis et au-delà. Stephen Bannon, désigné conseiller spécial du président. Un homme à la réputation sulfureuse, proche du Tea Party et de l'extrême droite américaine. Il était jusque-là le directeur de Breitbart News, un journal nationaliste et suprémaciste, souvent accusé de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie. Son poste de conseiller spécial du président est l'un des plus puissants de toute l'administration. Cet homme, s'il n'est pas lui-même totalement antisémite ou raciste, a consciemment créé une structure pour que ces voix-là s'expriment. Et aujourd'hui, il est celui qui murmure à l'oreille de Donald Trump. Et cela, en tant que juive, m'effraie terriblement. Évidemment, Trump l'a choisi parce qu'ils sont d'accord sur beaucoup de sujets. Bannon correspond au socle électoral de Trump. Bannon apporte aussi un air de nationalisme économique, très répandu en Ohio, Michigan ou Pennsylvanie au sein de la classe ouvrière blanche. C'est la raison pour laquelle Donald Trump veut garder Steve Bannon auprès de lui. Mais sachez que le président recevra des tas de conseils de la part de nombreux conseillers. Il ne fera pas 100% des choses que lui conseillera Bannon. Dans mon État en Illinois, 27% des gens sont nés à l'étranger. La plupart parlent une autre langue que l'anglais chez eux. C'est ce que nous sommes. Nous sommes un pays d'immigrés et Donald Trump va diriger un gouvernement anti-immigration. Les positions anti-immigration de Donald Trump ont participé en grande partie à son succès électoral. Ses propositions radicales, martelées avant son élection, reprises sans cesse depuis qu'il est président, ont à travers le pays des résonances bien particulières. On immigration, we will restore the sovereignty of the United States. We will restore the sovereignty. We will finally end illegal immigration. Have to.
will construct a great wall at the border. De l'océan Pacifique, et sur plusieurs kilomètres, se dresse déjà une barrière métallique de 4 mètres de haut, le long de la frontière américano-mexicaine. C'est ici, près de San Diego, en Californie, que les familles séparées par les aléas de l'immigration se retrouvent pour quelques instants de partage, à travers un grillage. Scène de vie amère, sous surveillance policière. Les agents frontaliers patrouillent 24 heures sur 24, jusque dans les eaux territoriales. La famille de Judy a été expulsée des États-Unis il y a plusieurs années. Elle seule a pu rester sur le territoire américain. J'ai reçu une green card pour rester aux États-Unis. Je ne peux plus retourner au Mexique. Donc je viens ici pour voir ma famille, qui vit juste de l'autre côté de la frontière. C'est le seul moyen que j'ai pour voir ma sœur et lui parler. J'ai peur, car on ne sait pas vraiment ce que va faire Trump. On redoute qu'il suspende toutes les demandes de régularisation aux États-Unis. À la frontière, l'indignation provoquée par l'élection de Donald Trump a poussé une partie des habitants à se mobiliser. Venez tous, je vais vous faire un briefing. Prenez vos affaires, on se prépare à partir. Ce matin-là, les volontaires sont venus en nombre. Plus de 400, contre une dizaine habituellement. Leur mission, déposer des bidons d'eau potable dans le désert mexicain pour aider les migrants dans leur traversée. Notre action d'aujourd'hui, c'est une riposte directe à la crise humanitaire sans précédent provoquée par cette élection. Il va y avoir une vague de migration. Elle est sans doute déjà en cours parce que les migrants ont peur que Trump envoie les militaires à la frontière. Notre eau est plus importante que jamais. Et ça ne fera qu'empirer avec Trump. Sans l'eau que nous déposons sur les routes qui sont les plus mortelles du désert, des hommes, des femmes, des enfants vont mourir dans d'atroces souffrances. Et ces drames vont dévaster des familles et des communautés entières. Alors s'il vous plaît, tournez-vous vers la personne à côté de vous et embrassez-la. Ce que je pense des gens que Donald Trump a nommés autour de lui, ils sont flippants. Moi, je ne risque pas ma vie en traversant. Tout ce que je peux faire, c'est être le porte-parole des migrants. C'est une période terrifiante pour eux. Rien n'est certain pour l'instant. Mais ça ne s'annonce pas bien, alors tout ce qu'on peut faire, c'est se préparer. Et je vous rappelle qu'on est 400 de plus que d'habitude. Yeah. Parmi ces volontaires, beaucoup sont venus aujourd'hui pour une raison très personnelle. À l'image de ce jeune Mexicain, Justino Mora, il a passé la frontière de façon illégale avec ses parents dans le désert d'Arizona lorsqu'il avait à peine 10 ans. Avec toutes ces personnes au gouvernement qui sont contre l'immigration, contre les minorités, les 4 prochaines années s'annoncent très sombres. On doit se mobiliser et s'organiser pour affronter cette administration qui va s'en prendre à nous de toutes ses forces. Justino bénéficie d'un visa temporaire, appelé DACA. Il a été accordé par l'administration Obama à de nombreux jeunes immigrants qui ont traversé la frontière lorsqu'ils étaient mineurs. Date d'expiration, février 2017. L'avenir de Justino sur le territoire américain est directement menacé par l'administration Trump. Le risque est énorme, car le nouveau président a promis de supprimer nos visas. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. 1 million de personnes ont un visa DACA aux États-Unis.
Je m'inquiète aussi beaucoup pour les 11 millions de sans-papiers qui sont visés par cette nouvelle administration qui est hostile aux migrants, mais aussi aux musulmans. En fait, ils sont hostiles à tous ceux qui ne correspondent pas à leur archétype, c'est-à-dire à l'homme blanc. Cette nouvelle réalité va nous obliger à nous protéger et à protéger nos familles. Juste pour vous donner une idée du nombre de migrants qui passent ici. Plus de 13 000 personnes tentent de traverser cette partie de la frontière chaque année. Ça fait beaucoup de monde. Et pour ces migrants, au moindre imprévu, c'est la mort. Avec notre eau, ils peuvent rester en vie. Durant les 10 jours qui ont suivi l'élection de Trump, au moins 900 actes racistes ont été recensés à travers tous les États-Unis. Agressions, insultes, inscriptions nazies. D'après le Poverty Law Center, la Californie est l'État le plus touché avec une majorité d'actes à l'encontre des sans-papiers mexicains. En Virginie, ce sont surtout les musulmans qui souffrent de l'élection de Trump et de ses propos ambigus, répétés encore et toujours durant son 5Q Tour. We will do everything in our power to keep the scourge of terrorism out of our country. People are pouring in from regions of the Middle East. We have no idea who they are, where they come from, what they're thinking, and we're going to stop that dead cold flat. Aux États-Unis, les musulmans sont souvent assimilés à des terroristes. Il existe une hostilité à leur encontre, car certains font croire à la population que le terrorisme et l'islam c'est pareil. Cela a créé un clivage, alors que les musulmans ne sont pas très nombreux dans le pays, environ 3 millions, et sont concentrés dans certaines régions. La haine contre les musulmans est montée de toutes pièces. Dans le club de golf de Trump en Floride, nous avons un certain nombre d'Arabes venant de pays arabes, des Saoudiens, même ici dans la Trump Tower. Il y a des gens qui viennent de Dubaï, où Trump fait beaucoup d'affaires. Il fait des affaires avec eux, il adore ces gens. Il joue au golf avec eux. L'un de ses meilleurs amis est même marié avec une superbe égyptienne. Et oui, elle est musulmane, à 100% musulmane. Donc on en a dans la tour, on en a au club de golf. Jamais personne, jamais ne parle de religion. Cette mosquée est la plus grande de la ville de Falls Church, en Virginie. Vendredi matin, c'est jour de prière. Mais depuis le 8 novembre, les prêches ne sont plus vraiment les mêmes pour les 500 fidèles et leur imam. They think that Islam is an ideology hiding behind the religion for hundreds of years and will be here, inshallah, for hundreds of years. L'imam Johari est le directeur de la mosquée Dar al-Ashra. Il voit dans l'augmentation du nombre d'actes racistes une libération de l'extrême droite suite à l'élection de Donald Trump. Shocked, sad. Je suis choqué, triste. Et d'une certaine manière, je m'en veux, en tant que leader religieux, de ne pas avoir pressenti la haine chez certains populistes américains. Depuis l'élection, nous notons un changement de la part de ceux qui dissimulaient leur penchant raciste et intolérant. Désormais, ils s'autorisent à dire tout haut tout ce qu'ils pensent. Et ils s'en prennent aux femmes et aux enfants. La dernière fois, un élève a dit à une petite fille de cette mosquée, « Tu fais partie de Daesh. Retourne d'où tu viens. » Why don't you go back to it?
Non loin de là, à Washington, la diplomatie américaine a pris un coup avec l'arrivée du nouveau président. L'inquiétude concerne les relations internationales façon Trump, avec un premier coup de tonnerre le 2 décembre, 3 semaines après l'élection. Et tout commence par un simple appel téléphonique. La présidente de Taïwan a appelé Donald Trump pour le féliciter après sa victoire. Trump a répondu à l'appel, ce qui est considéré comme une violation du protocole. Car depuis des décennies, les États-Unis respectent la politique de la Chine unique qui interdit au président de discuter en direct avec le chef d'État taïwanais. Évidemment, cet épisode a provoqué beaucoup d'énervement et de méfiance de la part des Chinois qui s'interrogent sur l'avenir des relations militaires et économiques avec les États-Unis, relations qui ont toujours été plus ou moins instables. La problématique taïwanaise a toujours été très sensible pour les Chinois et nos diplomates devront travailler dur pour s'assurer que ça ne se transforme pas en incident diplomatique. Mais peut-être que cela permet à Trump d'engager un bras de fer avec la Chine qui pourrait s'avérer positif. Quelques jours plus tard, Trump accorde une rare interview à la chaîne Fox dans laquelle il assume à 100% sa provocation. Il menace clairement de remettre en cause la politique de la Chine unique appliquée par Washington et déclenche la colère des Chinois. I took a call. I heard the call was coming probably an hour or two before. I fully understand the one China policy, but I don't know why we have to be bound by a one China policy unless we make a deal with China. I don't want China dictating to me. La politique de la Chine unique est le fondement de nos relations avec les États-Unis. Nous réaffirmons que si ce principe est altéré ou rompu, les futures relations entre nos deux pays et notre coopération bilatérale prendront fin. Mais depuis qu'il est élu, c'est bien Donald Trump qui dicte ses conditions à l'Empire du Milieu. Et l'une des principales concerne l'instauration d'une taxe de 45% sur les produits importés de Chine. La Chine, pour la première fois, d'ailleurs, est très agacée parce qu'en fait, les Chinois ont l'habitude de tester les nouveaux présidents américains par des provocations et cette fois-ci, c'est finalement les États-Unis et Donald Trump qui ont testé la Chine pour voir quelle serait leur réaction. Donc, ils sont en porte-à-faux par rapport à l'habitude qu'ils avaient auparavant. Si Donald Trump va vraiment jusque-là, s'il impose une taxe de 45% sur les produits venus de Chine, soyons très clairs. Grâce à son industrie, la Chine est devenue la deuxième économie du monde en 25 ans. Tout son système économique repose sur l'exportation de ses marchandises. Tous les Américains portent des vêtements chinois et font griller leur pain dans des grille-pains chinois. Les Chinois dépendent de leurs exportations. Si vous leur imposez une taxe, si vous leur fermez les portes du marché américain,